Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on est très heureuse aujourd'hui de vous présenter le sujet du couple épanoui, pas que le couple épanoui. Donc, quelles sont les clés pour un couple épanoui? Alors, on va vous proposer trois grands piliers, hein, c'était déjà dans le titre, donc pas de surprise. Trois grands piliers par rapport à ça. Ça va être la communication, la sexualité et la reconnexion. Donc, voilà, c'est vraiment voilà, notre sujet. C'est déjà bien ample. Notre objectif, c'est que vous repartiez avec des clés concrètes, des clés vraiment concrètes pour pouvoir mettre en pratique dans votre couple voilà, une communication meilleure voilà, pour une meilleure communication, pour un meilleur amour et une meilleure relation. On va vous donner des clés. On va vous dire à chaque fois que c'est une clé, ça c'est une clé. Donc, on va vraiment vous donner des clés. Et donc, ces clés, on va les soutenir grâce à l'outil EFT. D'accord? Donc, j'ouvre les portes en même temps. Merci de bien couper tous vos micros à tous ceux qui arrivent. C'est super. Donc, voilà, vraiment, qui d'entre vous ne connaît pas l'EFT? J'en connais certains, donc ceux que je connais connaissent l'EFT, mais les autres, est-ce qu'il y en a qui ne connaîtraient pas du tout l'EFT? Parce que vraiment, ça va être un outil. On va avoir donc des clés et des outils. L'EFT, ça va être notre outil qui va nous suivre pendant toute la conférence. Voilà. Donc, qui sommes-nous pour vous présenter ça? Eh bien, nous sommes des thérapeutes, nous sommes des humaines, nous sommes des femmes, nous sommes des mamans et vraiment surtout humaine, hein. Donc, tout ce qu'on vous raconte, on a eu l'occasion de le mettre en place. Alors, merci de couper les caméras pour qu'on puisse faire un replay. Donc, ouais, merci de couper la caméra. Ouais, la caméra. Voilà. Voilà, super, merci. Sinon, pour les lois de RGPD, ça va être RGPD. Ça va être compliqué. Donc, merci beaucoup. Donc, oui, on est surtout des humaines. Donc, tout ce qu'on va vous dire, croyez-nous, on l'a mis en pratique. Donc, dans la joie, dans la bonne humeur ou pas, parce que le couple, c'est vraiment ce qui nous fait travailler, on y reviendra. Mais donc, Élodie, je suis très heureuse, c'est le premier webinaire que je présente avec Élodie. Alors, Élodie, qui es-tu? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis thérapeute et médium. Le couple, comme disait Agnès, je l'ai expérimenté. J'ai longtemps eu une réaction, une tendance à la fuite et au figement face à l'autre. Beaucoup de difficultés à communiquer parce que j'avais peur d'être rejetée ou jugée. Avec une fâcheuse tendance, je le dis très honnêtement, à rendre l'autre responsable de mes réactions et mécanismes. Faut être honnête. J'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, qui est toujours très communicant et soutenant, avec qui j'ai pu apprendre à comprendre mes blessures et les transcender pour vraiment évoluer et pacifier mon rapport à l'autre et au corps. C'était pas une mince affaire. Aujourd'hui, on construit tous les deux une relation vraiment épanouissante, où on nourrit chacun le couple, on s'apporte la sécurité et c'est vraiment, je le remercie énormément pour cela. Et toi? Alors, moi, je suis Agnès Popper. Bon, je suis thérapeute, je suis oui, thérapeute en EFT. Je pense que vous le savez ou pas, mais bon, voilà, je suis thérapeute en EFT. Je suis donc thérapeute, maman, femme, mais encore une fois, surtout humaine. Quand j'ai commencé mon cheminement par rapport au couple, donc dans mon premier couple, j'étais un vrai bisounours. Donc, je pensais que comme dans les contes de fées de mon enfance, ils se rencontrèrent, ils vécurent heureux. Bon, les enfants, on aurait vu ça après, mais je pensais que juste l'amour suffisait, qu'il suffisait de se rencontrer pour être heureux. Pas si simple. Donc, dans mon premier couple, mon premier mariage, j'ai essuyé pas mal de plâtre. Le plâtre du triangle de Cartman. Qui connaît, qui ne connaît pas, hein, on va voir ça plus en détail aussi tout à l'heure. J'ai vite vu que c'était beaucoup plus compliqué que ce que je ne croyais et que l'amour ne suffit malheureusement pas. Et que si on pense que l'amour suffit, eh bien, on va d'écueil en écueil et voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, je me suis posé des vraies questions. Est-ce que je veux avoir raison?
Moi, contrairement à Élodie, j'étais plus celle qui impose, donc plus voilà, dans la manipulation. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureuse? Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux construire? Est-ce que je veux conquérir l'autre ou est-ce que je veux l'accueillir et découvrir son monde? Est-ce que j'ai envie de sortir de ce fameux triangle de Karpman? J'ai appris aussi que rien n'était acquis. Donc, un couple, ça se construit tous les jours. Donc, rien n'est acquis. Mais chaque dispute qui se transforme en une discussion est un pas vers moi et un pas vers l'autre et un pas vers la relation. Et donc, je remercie mon deuxième mari, parce que je suis veuve, pour ceux qui ne le sauraient pas, de mon premier mari. Je remercie mon deuxième mari parce qu'on fait vraiment un travail à deux de ce côté-là. Voilà. Euh, donc, Je vais Élodie. vous parler du coup du plan de ce webinaire. On va commencer par découvrir comment rétablir la communication. Selon nous, c'est la clé numéro 1. Nous aborderons ensuite la sexualité et enfin la reconnexion qui dépend, pour nous en tout cas, des 2 précédents points. Le couple, c'est un véritable cheminement et donc on va alterner par des parties théoriques et par des exercices pratiques. Et en fin de webinaire, nous garderons un temps pour les questions-réponses. Du coup, partie 1, comment établir ou rétablir une vraie communication? Alors oui, vraiment, c'est le gros pilier, c'est la structure de la pyramide, la communication. Alors vous me direz que tous les couples communiquent. Alors on a besoin de couper les caméras. Donc j'ai une personne qui a sa caméra allumée. Si c'est possible de couper la caméra, ce serait parfait. Pardon, merci beaucoup. Donc oui, vraiment pilier numéro 1, la communication. Et c'est une base, hein, c'est la structure. On va voir que c'est un peu pyramidal, notre plan. Mais vraiment, le premier point, c'est la communication. Vous me direz que tous les couples communiquent. Oui et non. Ça dépend si communiquer, c'est imposer à l'autre, fuir, être dans le triangle de Karpman, ou si c'est transformer une dispute en discussion. Donc, pour savoir c'est quoi une vraie communication, eh bien, il faut déjà comprendre ce qu'est le triangle de Karpman. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas le triangle de Karpman, merci de le dire dans le chat. Ceux qui connaissent, vous pouvez le dire aussi. Voilà. Et donc, ce fameux triangle de Karpman, le triangle infernal, voilà, qui a été décrit par un psychologue américain dans les années 60 et qui décrit vraiment les 3 rôles qu'on endosse, qu'on prend. Ah, donc, merci, on a quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, c'est vraiment 3 rôles. C'est persécuteur, sauveur, victime, hein. Quand on connaît bien par cœur. Je vais quand même faire des rappels, du coup. Donc, c'est vraiment des rôles qu'on va endosser. On ne va pas s'arrêter à un rôle, c'est-à-dire que dans la même discussion, on peut prendre un rôle puis un autre. Et donc, on donne souvent l'image du mouton qui va être la victime, du berger qui va être le sauveur, gardez bien ça en tête pour tout à l'heure, et du loup, pardon, qui va être le persécuteur. D'accord? Ça vous donne des images des personnages. Et en fait, dans les discussions, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, on part assez facilement dans le triangle de Karpman. On sait qu'on part dans le triangle de Karpman parce que, ah d'accord, finalement on connaît, parce que on parle en tu et en généralité. Ça, c'est vraiment l'indice que vous êtes dans le triangle de Karpman ou qu'on vous y invite, hein, parce que on est 2 dans une discussion et c'est l'un ou l'autre. On va passer, voilà, on va dire un truc en tu et en généralité. L'autre, une fois qu'on l'a parlé en tu, en généralité, sa seule solution, ça va être de parler aussi, ça va être aussi d'attaquer. Donc, il se sent victime d'une attaque et tout de suite, il va reprendre le rôle de persécuteur. Oui, mais si j'ai dit ça, c'est parce que tu as dit ça. Ou alors le rôle de sauveur. Non, mais tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dis ça. C'est dingue. Donc, vous voyez, c'est vraiment des rôles qui tournent dans la discussion. Je pense que nous ne sommes pas les seuls, Élodie et moi, j'espère que nous ne sommes pas les J'espère. seuls à avoir eu des discussions de 4 heures qui n'en finissent plus et qui tournent autour de tu m'as dit ça, mais c'est parce que tu m'as dit ça, mais c'est parce que tu as fait ça. Parfois, la belle-mère arrive là-dedans et voilà, elle n'a rien demandé, la pauvre, hein, mais c'est parce que ta mère a dit ça et c'est parce que tes parents pensent comme ça. Bon, je caricature, mais voilà, vous voyez l'idée. Ces discussions, le problème de ces discussions, c'est qu'elles sont énergivores, elles tuent le couple. On n'a plus envie de discuter parce qu'on sait que c'est stérile, on n'arrive à rien en fait. Ces discussions ne résolvent aucun conflit.
elles n'apportent pas de solution. Elles ne font que détruire le couple petit à petit, petit à petit. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure, pour celles qui ne connaissaient pas le triangle de Cartman, généralement, un loup, donc un persécuteur qui va attaquer un cheptel, va manger un mouton. Le berger va vendre tout son cheptel et donc va tuer tous ses moutons. Donc, le sauveur, c'est presque le pire de tous les rôles. On ne va pas s'épancher sur ce rôle-là parce que ce n'est pas le but de ce webinaire, mais pensez au pervers narcissique. Donc, le sauveur, c'est vraiment celui qui va vous promettre de vous sauver de vous sauver de votre famille, vous sauver de qui vous êtes. Attention à la personne qui se pose en sauveur face à vous, parce que c'est un berger. Voilà, voilà. Donc, le triangle de Cartman, on a compris que c'est vraiment c'est vraiment l'écueil le plus complexe du couple. Et tout le monde est dans le triangle de Cartman, hein. Tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, on est tous un peu noyés dans ce triangle. Pas seulement dans le couple, hein, dans toutes les discussions. C'est un peu comme la prose de Monsieur Jourdain de Molière. Hein, c'est bien Monsieur Jourdain, ça sort tout seul. Mais voilà, je n'ai pas vérifié. Voilà, on est dans le triangle de Cartman sans le décider. Alors, comment faire pour sortir de ce fameux triangle? Je vous ai dit tout à l'heure que on sait qu'on est dans le triangle de Cartman quand on parle en tu et en généralité. Donc, l'idée, ça va être de sortir du tu qui tue, T-U-E, hein, qui tue la relation, qui tue toute envie de discuter dans le couple parce que ça ne sert à rien, et de passer au jeu. Donc, pour faire ça, il y a vraiment une clé extraordinaire qui va être la communication non violente, que j'appelle la communication bienveillante. Parce que tant qu'on est dans le triangle de Cartman, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'accuse l'autre, l'autre va m'accuser parce que une fois que je suis attaquée, la meilleure défense la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, je vais réattaquer. On passe de persécuteur à persécuteur à persécuteur à persécuteur. On passe un peu dans le sauveur. Mais ce qu'on oublie, c'est que si l'autre m'agace, et oui, il m'agace, la vérité, c'est qu'il m'agace. Mais si j'ai cet agacement en moi, c'est que j'ai un de mes besoins qui est piétiné. D'accord? Et plutôt que d'aller reprendre la responsabilité, plutôt que d'aller voir quel est ce besoin en moi qui est piétiné, je préférerais imaginer que l'autre est médium. Alors, Élodie est médium, mais tout le monde n'est pas médium dans les couples. Mais je préférerais imaginer que l'autre est médium et qu'il m'aime, donc il devrait savoir que. Il m'aime, donc il devrait savoir que j'ai besoin d'eux. Il ne devrait pas me dire que. Voilà. Et ce il m'aime, donc il devrait savoir que, c'est vraiment dangereux. Heureusement que l'autre n'est pas médium. Vous imaginez s'il savait tout ce qu'il y avait dans votre tête. Je ne sais pas si votre tête, elle est comme la mienne, mais Dieu merci. Déjà, moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais alors, Dieu merci, l'autre n'est pas médium. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Et j'ai ma responsabilité. Et est-ce que ce n'est pas ma responsabilité de savoir quel est mon besoin et quel est le besoin qui est piétiné? Ce n'est pas toujours facile parce que bien souvent, on s'oublie dans le couple, on s'oublie dans son rôle de maman, on s'oublie dans son rôle de femme, on s'oublie dans son rôle de mari et on va oublier quels sont nos besoins. Et on préférait que l'autre soit garant de mon bonheur plutôt que moi de connaître mes besoins. D'accord? Donc, on va vous donner un exemple de comment transformer ce triangle de Cartman en communication bienveillante avec donc, la communication non violente, la communication bienveillante. Ça va être vraiment notre clé numéro 1 par rapport à notre pilier qui est la communication. La clé numéro 1, ça va être la communication non violente. Et pour ça, on va vous donner un exemple avec l'aide de cet outil magique, que moi je trouve magique en tout cas, qui est l'EFT. Si vous avez d'autres outils, surtout n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas l'EFT, dites-le nous aussi dans le chat. Et pour ceux qui écouteraient en replay, si vous ne connaissez pas l'EFT, il y a beaucoup de choses sur mon site, il y a beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube et bien évidemment, il y a beaucoup de choses libres d'accès en général sur l'EFT, sur les réseaux et sur YouTube. L'EFT, c'est vraiment un outil extraordinaire. Il vous suffit d'avoir vos doigts avec vous. C'est souvent le cas quand même. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, pour ça, on vous a concocté un petit exemple du quotidien qui nous parle à toutes les deux, bien évidemment. C'est Élodie qui va endosser le rôle de la personne qui vous illustre cet exemple, mais on l'a choisi vraiment pour quelque chose qui nous parle à toutes les deux.
Alors, je fais une toute petite pause parce que quelqu'un dit qu'il ne, Eva nous dit qu'elle ne connaît pas l'EFT. Alors, l'EFT, c'est une technique assez extraordinaire, hein. Je le fais en 2 minutes, l'EFT en 2 minutes, qui a été créé par Gary Chapman dans les années 90. Et l'idée, c'est qu'en tapotant sur des points d'acupuncture, toujours les mêmes, et vous allez le faire avec nous et vous allez voir, ce sont des points d'acupuncture toujours les mêmes. Je vous montrerai mieux, hein, tout à l'heure, la ronde, toujours ces mêmes points. Ces points, ce sont des points qui sont sur des méridiens d'acupuncture. Chaque méridien est relié à un organe. Chaque organe gère une émotion. Et donc, on va faire, à chaque fois qu'on fait une ronde, on va faire un reset émotionnel et ça va permettre de garder le cerveau calme face à quelque chose du passé qui était compliqué ou le cerveau calme par rapport à quelque chose qui monte. Donc là, par exemple, on va parler de la colère. Et dans la colère, on a vraiment une nanoseconde pendant que cette colère, elle monte avant d'être hors de moi ou de la réprimer et d'être dans la frustration la plus totale, hein. Donc, soit je l'imprime à l'intérieur de moi, soit je la sors et je suis hors de moi. Mais donc, j'ai une nanoseconde pour attraper cette colère. Et donc, on peut le faire soit avec la ronde simplifiée en EFT, donc ça, c'est en tapotant sur tous les points des doigts, qui eux-mêmes vont être reliés à des organes et qui vont nous permettre de faire un reset émotionnel, soit tous les points de la ronde qu'on va voir ensemble, d'accord? Si j'arrive à attraper cette colère et à la transformer, vous allez voir comment, c'est vraiment magique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, je vous invite à aller le découvrir ou à nous poser des questions à la fin de ce webinaire pour en savoir un petit peu plus. Là, vraiment, notre sujet, c'est le couple et on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, voilà, l'EFT, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre d'enrayer le triangle de Cartman, là, par exemple, pour notre première clé qui est la CNV. Donc, Élodie, on s'est demandé donc quelle pouvait être une phrase du triangle de Cartman que on pouvait dire, nous, dans notre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je pense que ça parlera à tout le monde, mais mon mari ne m'écoute jamais. Désolée. Voilà, alors on espère qu'il ne nous écoute pas d'ailleurs pendant la conférence là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement aussi, cette sensation voilà, il m'écoute jamais. Alors on va le tapoter. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite juste à essayer pour voir ce que ça fait. Donc, on va tapoter sur des points et on va parler en même temps. L'EFT, ça se fait pour moi en 3 rondes. Donc, la ronde numéro 1, on attrape l'émotion du moment. L'émotion du moment, là, ça va être une colère parce que une colère ou une tristesse, mais plutôt une colère, hein, Élodie, je pense, de ne pas se sentir écoutée. Donc, on va tapoter sur même si je suis en colère. Même si je suis en colère. Donc, je vous encourage vraiment à le faire en même temps que nous. Faites-le sur cet exemple-là. Si vous avez un autre exemple, n'hésitez pas, hein, si vous écoutez le replay, à mettre sur pause, à noter un exemple. Là, c'est pareil. Si les personnes qui nous écoutent en direct, vous avez un exemple de frustration, de colère dans votre couple au quotidien, n'hésitez pas à le noter sur un papier. Notez l'intensité entre 0 et 10, mais tapotez avec nous. Ça s'appelle les bénéfices partagés, c'est-à-dire que ce qu'on va travailler ensemble, Élodie et moi, ça va avoir un effet déjà sur votre situation et après, vous pourrez essayer de l'adapter. Parce que si vous essayez de l'adapter en direct, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, ronde numéro 1. Même si je suis en colère contre mon mari parce qu'il ne m'écoute jamais, parce qu'il ne m'écoute jamais. je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Il n'écoute jamais. Il n'écoute jamais. Mon mari. Mon mari. Il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Il m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Je suis en colère, hein. Je suis en colère. Alors là, le point, il est sous le mamelon et au niveau du soutien-gorge. Pour les hommes, vous imaginez. Normalement, on y arrive toujours. Donc, je suis en colère. Je suis en colère. Contre mon mari. Contre mon mari. Parce qu'il ne m'écoute jamais. Parce qu'il ne m'écoute jamais. Le point là, il est sur la ligne du soutien-gorge ou du mamelon pour les hommes et sous la ligne du bras. D'accord? Donc, faites une croix et le point, il est là. Il ne m'écoute jamais. Il ne m'écoute jamais. Je suis en colère contre mon mari. Je suis en colère contre mon mari. Parce qu'il ne m'écoute jamais. Parce qu'il ne m'écoute jamais.
Ça, c'est la ronde numéro 1. Ça, c'est ce qui nous permet vraiment d'attraper l'émotion pendant qu'elle est en train d'arriver. D'accord? Ronde numéro 1. Ronde numéro 2. Déjà, je vais demander à Elodie, est-ce que vraiment il t'écoute jamais? Non. On voit que là, on est dans la généralité du triangle de Cartman. Et souvent, ça peut être le truc qui va être insupportable, c'est ce côté généralité. Parce qu'on peut admettre qu'on a fait quelque chose une fois, mais toujours ou jamais, ça peut vraiment être un petit peu lourd. Donc, parfois, hein, quand on est la personne accusée de quelque chose, le toujours ou le jamais peut être le truc qui va nous faire partir hors de nos gonds et nous amener dans Cartman, hein, le Cartman de tout à l'heure. OK? Donc déjà, prendre un tout petit peu de recul et se dire, est-ce que c'est vraiment jamais ou toujours? Première petite question. La vraie question par rapport à la colère en EFT, ça va être, quel est mon besoin? Donc, Élodie, je vais te dire, quel était ton besoin à ce moment-là quand tu t'es dit, il ne m'écoute jamais, dans ton exemple particulier? Qu'il m'aide dans les tâches quotidiennes pour avoir du temps pour moi. D'accord. Donc, ton besoin, c'était d'avoir du temps pour toi. Mhm. Et le moyen, c'était qu'il il t'aide dans les tâches ménagères. Mhm. Déjà, la première réalisation, c'est quoi? C'est que j'ai pas défini clairement mon besoin déjà. C'est que voilà, le besoin n'était pas défini clairement, il était, pardon, pas dit de façon très claire non plus, il n'était Ah, pas exprimé de façon très claire envers ton mari. Parce que tu m'écoutes ouais, jamais, c'est pas tout à fait pareil que j'ai besoin de temps pour moi. c'est ça. Et c'est pas entendu de la même façon. On Mhm. entend une attaque dans tu m'écoutes jamais et on entend une demande et un besoin dans j'ai besoin de temps pour moi. D'accord? Qu'est-ce que ça fait réaliser aussi? Et là, on peut vraiment tapoter sur ce point-là, qui est un grand point de FT, qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. Donc, soit vous faites une ronde, la ronde numéro 2, où vous allez taper en continu sur tous les points qu'on a vus avant. Et encore une fois, hein, vous pouvez retrouver tous ces points facilement sur mon site ou en tapant EFT sur Internet. Euh, ou alors juste en tapant sur ce point-là. La ronde numéro 2, c'est vraiment la discussion entre ma tête et mon cœur. J'ai un problème dans ma tête. J'ai ouvert dans la première ronde l'idée que je m'aime, donc j'ai un cœur, j'ai une ressource, et je vais aller discuter avec cette ressource. La ronde numéro 2, c'est vraiment cette ressource qui vient à mon secours, à mon aide, qui me vient en aide, et qui va me dire, qui va me poser des questions judicieuses. Donc, quel est mon besoin? Et là, donc, on va voir que quel est mon besoin. Déjà, je ne l'ai pas exprimé clairement. Deuxièmement, C'est le besoin à lui. est-ce que lui, il a des besoins? Exactement. Est-ce que ça va m'ouvrir à l'autre? Donc, on voit déjà que par rapport à une dispute, on va être plus dans la discussion parce que là, toute seule avec moi-même, quand je fais le point de quel est mon besoin, tout de suite, je me dis, OK, bah ça, c'est mon besoin, mais lui, au fait, est-ce qu'il a des besoins? OK? Pareil, est-ce que l'homme va être capable de verbaliser ses besoins? Ouais, et on peut l'inviter à verbaliser ses besoins à lui. OK? Mhm. Et la troisième réalisation, ça peut être quoi? Qu'est-ce que je fais moi pour avoir du temps pour moi? Est-ce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon besoin aussi? Exactement. C'est-à-dire que, et on reprend la première phrase, tu ne m'écoutes jamais. Généralement, la clé par rapport à nous-mêmes est dans cette première phrase, la phrase qu'on a envie d'envoyer à l'autre. Si je reviens et que je fais miroir, je vais pouvoir me demander, est-ce que je m'écoute? Est-ce que moi, je m'écoute? Et donc, est-ce que je prends ma responsabilité par rapport à mon besoin? Comment est-ce que moi, je me donne du temps pour moi? Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Et comment est-ce que je pourrais le faire autrement? Vous voyez, donc vraiment, on part de tu m'écoutes jamais, où là, il n'y a que l'autre qui est en cause. Et donc, moi, j'ai rien à faire, c'est tranquille. Je dis pas que c'est pas mieux, hein. On aime bien de temps en temps être dans le triangle de Cartman et on y va de temps en temps. Mais quand on y va, on sait qu'on y va et on sait qu'on va pourrir la soirée. Si on veut résoudre le conflit, si on veut faire quelque chose de constructif, je vous suggère d'aller utiliser l'EFT par rapport à la communication non violente. Donc, on récapitule. Ronde numéro 1, j'attrape cette colère et je la nomme, même si je suis en colère parce que. OK? Ronde numéro 2, je vais vraiment me poser la question clé. Quel est mon besoin?
Et de cette question clé vont découdre, enfin, vont découler, vont venir, je ne sais pas le mot, de cette question clé, quel est mon besoin? On voit que là, c'est un besoin de temps. Je vais me demander si mon partenaire, lui, il a des besoins à lui et je vais l'inviter, après avoir fait ma ronde, à exprimer ses besoins. Je vais me demander aussi quelle est ma responsabilité par rapport à mes besoins et je vais exprimer mon besoin autrement. Vous voyez, donc de ça découlent 3 choses très importantes. OK? Et donc, ça nous amène tout naturellement à la 3e ronde de FT. Une ronde de FT, c'est quand on fait l'ensemble des points. Parce que, comme il y en a qui ne connaissent pas, je préfère être clair. Donc, la 3e ronde de FT qui va être je décide, c'est toujours une décision, la 3e ronde de FT, je décide d'exprimer mon besoin avec bienveillance. D'accord? Donc, je décide d'exprimer mon besoin avec bienveillance. D'écouter les besoins de mon conjoint, on a vu aussi. Donc, on reprend tous les points là, de cette 10e ronde et de prendre soin de ma responsabilité par rapport à mon besoin. Donc, je décide d'exprimer mon besoin avec bienveillance, d'entendre les besoins de mon conjoint, écouter et entendre, écouter et entendre les besoins de mon conjoint, l'inviter à les exprimer aussi, et de prendre la responsabilité, ma responsabilité, toujours sous le mamelon au niveau du soutien-gorge, de prendre ma responsabilité par rapport à mon besoin. Qu'est-ce que je peux faire moi, concrètement, pour prendre soin de mon besoin? D'accord? Donc, on redit, je décide d'exprimer mon besoin avec bienveillance. D'exprimer mon besoin avec bienveillance. D'inviter mon conjoint à exprimer ses besoins. Inviter mon conjoint à exprimer ses besoins. Et de prendre la responsabilité par rapport à mes besoins. De prendre ma responsabilité par rapport à mes besoins. Et on voit que ces 3 choses-là, ce qui va être le plus efficace, ça va être d'être extrêmement concret. Plus vous allez être concrète dans votre demande à l'autre, c'est pas tu m'écoutes jamais, tu fais jamais rien. C'est est-ce que tu pourrais vider la machine? Voilà. Qu'est-ce qui est extrêmement concret? Quand, à quel moment? Voilà, des demandes très concrètes. Évidemment, des demandes, ça veut dire que l'autre a le droit de dire non. Ce ne sont pas des exigences, ça c'est très important aussi. Ce sont des demandes, d'accord? Et pareil, vous, ok, moi non plus, je prends pas soin de, je m'écoute pas suffisamment. Donc c'est par rapport à la généralité, on passe du tu au je et de la généralité à l'hyper concret. Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, dans mon emploi du temps pour prendre soin de mon besoin? OK? Donc ça, vraiment, ça va être une clé fondamentale, ce passage de la communication, du triangle de Cartman à la communication non violente. OK? On va vous donner un autre exemple qui parle souvent, c'est la jalousie. Donc, c'est un exemple dans l'extrême. Si je suis jalouse, admettons, j'ai vu un message passer sur le téléphone de mon mari ou je ne sais pas, n'importe quoi. Pas que je vais fouiller, mais juste je vois passer quelque chose, ça arrive parfois. On voit le téléphone qui s'allume et boum, je suis jalouse. Si je suis jalouse, ronde numéro 1, même si je suis jalouse, je m'aime, je suis en colère parce que je suis jalouse. La jalousie, c'est une émotion complexe. Il va y avoir donc derrière la peur et la colère. D'accord? Donc, on va commencer par ce qui est le plus fort. C'est généralement la colère, peur de perdre ou colère contre l'autre. Admettons que ça soit la colère. OK? On revient à quel est mon besoin? J'ai besoin d'être assurée. On voit que si je demande à l'autre d'être assuré, je peux lui demander très concrètement d'être assuré, de me montrer son téléphone, de m'expliquer qui est cette personne qui lui écrit. OK. Mais est-ce que c'est juste? Et est-ce que j'ai vraiment pris ma responsabilité par rapport à moi? Et là, ça nous montre à quel point, quand je reprends en miroir, comme on l'a fait pour Tu ne m'écoutes jamais, là, par rapport à la jalousie, ça nous montre aussi tout ce que j'ai allé à travailler. Parce que prendre soin de mon besoin d'écoute, ça peut être mettre quelque chose de très concret dans mon quotidien, d'assez simple. En revanche, si je suis jalouse, ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi. Et ça va plus loin que ça. Ça veut dire que je ne m'aime pas.
et je te demande de m'aimer et de me rassurer à ma place. Donc, je demande beaucoup de choses à l'autre et ça devient très, très lourd pour l'autre et ça devient même pas juste, c'est lourd à porter. OK, donc on va aller très loin dans le concret et peut-être que dans ce concret de je suis jalouse, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la responsabilité de j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me faire aider par un thérapeute parce que soit j'ai eu un traumatisme qui m'a rendue jalouse, soit je n'ai jamais su aimer. Voilà, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et surtout, n'ayez pas peur d'aller au bout des discussions. D'accord? Ça, c'est très important aussi. C'est que parfois, on va s'arrêter avec une petite solution de surface, mais vraiment essayer d'aller au bout, au bout, au bout, au bout de votre problème. OK? La prochaine fois, pour pas que ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble qui serait bien pour tous les deux? OK? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Élodie, par rapport à ça? Ou c'est à peu près clair? C'est plutôt clair, je pense. Alors, on a une question, quand c'est voilà, que c'est des questions qui sont vraiment en lien avec ce qu'on fait, je vais y répondre tout de suite. Donc, ces rondes sont à faire avec la conjointe, donc il faut que l'autre soit OK. Non, 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 cette ronde, elle est à faire avec moi-même. C'est-à-dire que tout de suite, si moi je me mets en colère, je vais tapoter, je sens que la colère monte, je vais tapoter tout de suite et je prends la responsabilité de ces trois choses. Ensuite, je vais discuter avec l'autre. Si l'autre connaît le FT, bien sûr qu'on peut tapoter ensemble. Je fais ça parce que ça, c'est la ronde simplifiée, hein. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis plus sûre. Ça, c'est la ronde simplifiée qui est très facile à faire partout. Mais je peux aussi, mais voilà, non, je vais d'abord prendre ce temps pour tapoter moi-même et ensuite, je vais aller discuter avec l'autre. Et l'autre, je ne vais pas lui imposer de faire de l'EFT. Surtout quand on est dans une discussion, on n'a pas toujours envie de tapoter. Mais moi, ça va me permettre vraiment d'aller au bout de, voilà, ça va m'ouvrir à tout ça. Et vous allez faire quelques fois en EFT et après, ça va venir tout seul, hein. Tout de suite, ça va devenir un automatisme de passer du triangle de Karpman à la CNV. Mais au départ, observez votre couple, vous verrez qu'on part très très vite dans le triangle de Karpman. Alors, juste un postulat qu'on a toutes les deux avec Élodie, une hypothèse, hein, qu'on a une hypothèse de vie, c'est que on choisit notre vie, on choisit notre incarnation, et en choisissant notre incarnation, pardon, je vois, on va choisir notre famille. Donc, je vais choisir un père, je vais choisir une mère, et je vais les choisir par rapport à ce qu'ils vont me permettre de travailler. D'accord? Alors, oui, dit comme ça paraît joli, mais ça peut nous donner plein de traumatismes et plein de croyances négatives et limitantes. On verra ça après, hein, justement. Mais, et tout ça, je vais aller les travailler en couple. D'accord? Donc, le couple, c'est le lieu du travail. Donc, c'est pas pour rien que on a des fritements, des frottements dans le couple. On y reviendra, mais voilà, c'est le couple, voilà, il vient souvent me sortir de mon centre, me sortir de ma zone de confort, parce que je viens travailler en couple ce que j'ai, enfin, ce à quoi j'ai été programmée par mes parents. Et, voilà, et avec l'idée de ne pas le transmettre à mes enfants. D'accord? Donc, on va voir ça justement, et la famille dans tout ça, et les croyances dans tout ça. D'accord? Donc, juste, notre première clé, c'était la CNV qui permet de transformer les disputes stériles en discussion. Et là, on va passer à notre deuxième clé. Et pour ça, voilà, on va commencer par vous parler un petit peu de la famille. Parce qu'en fait, on a beau se jurer de ne pas le faire, on se rend très vite compte qu'on agit très souvent comme nos parents. Il faut savoir qu'on est vraiment programmé entre 0 et 6 ans à percevoir le monde comme notre norme. Donc si mon père agit comme cela, les hommes, de manière générale, agissent aussi comme cela. Donc c'est vraiment une invitation à se questionner qu'on vous propose. N'hésitez pas à noter dans le chat ou à noter tout simplement sur papier quelques petites questions qui peuvent vous permettre une introspection assez pertinente. Alors, les questions sont, il y en aura d'autres, hein, mais ça peut être une première idée. Un homme pour moi, c'est, avec une réponse qui vous convient, celle qui vous vient en premier. Une femme pour moi, c'est. Le couple pour moi, c'est. Et l'amour pour moi, c'est quoi? Alors, ça fait émerger souvent des croyances qui peuvent être travaillées du coup en part inconsciente, qui est notre clé numéro 2. Voilà, donc
Les parts inconscientes, là aussi, on va pouvoir le travailler grâce à notre outil magique, comme dit Sarah Joyce dans le chat, qui est l'EFT. Vraiment, oui, l'EFT, c'est un outil qui peut vous permettre de transformer beaucoup de choses. Et comme on l'a vu, hein, on est programmé entre 0 et 6 ans et ça fait notre inconscient. Et comme disait Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Donc, notre inconscient, c'est vraiment un énorme paquebot dans la tête. Il faut imaginer un énorme paquebot, d'accord? Et ce paquebot, il va dans une direction. Et nous, on a la croyance que c'est avec notre toute petite embarcation de conscient, hein, j'ai compris ceci, j'ai compris cela, et consciemment, je décide que on va entraîner le paquebot. Pas tout à fait. Il faut vraiment prendre ce temps pour aller faire émerger tout ce qui est dans l'inconscient et le travailler. Et pour ça, on a les questions qu'on vous a données. Élodie, si tu peux les noter dans le chat, parce qu'il y a quelqu'un qui nous demande de redonner les questions. Donc, si tu peux les écrire dans le chat, ça serait super. Et du coup, oui, c'est des questions. Il y en a plein d'autres. On voit que les parts inconscientes, elles viennent vraiment gérer plein de notions de notre vie. Mais on a vu, on choisit notre famille. Donc, notre famille, c'est vraiment le pilier qui va nous donner des parts inconscientes. D'accord? Et des parts inconscientes sur plein de sujets. On ne va pas traiter tous les sujets, mais vraiment sur plein de sujets. On voit que les parts inconscientes, donc ces croyances limitantes, la croyance, voilà, toutes les croyances limitantes sur l'amour, sur l'homme, sur... On voit qu'elle pourrait aussi s'appliquer à l'argent. On voit qu'elle pourrait s'appliquer à la place de la belle famille, la tendance du masculin à vouloir donner des solutions alors que le féminin a envie d'écoute et de réconfort. La place au projet aussi. Dans les projets, il y a aussi le fait de s'engager. Donc, on voit que tout ce qui nous a paru normal entre 0 et 6 ans, parce que c'est notre norme dans notre culture, dans notre lignée, dans notre éducation, chez nous, à la maison, chez nos parents, tout ça, c'est ce qui va faire une espèce de banque de données dans notre cerveau, une espèce de paquebot. Donc, on aurait pu décrypter l'argent, quelles sont mes croyances par rapport à l'argent, quelles sont mes croyances par rapport au projet, quelles sont mes croyances par rapport à l'engagement, tout ce que je vous ai cité là. Mais voilà, on va juste vous donner un exemple de ces parts inconscientes, mais vous pouvez vous poser plein de questions. Posez-vous les questions et ça va faire émerger votre paquebot. C'est vraiment par exemple, euh, l'argent pour moi, c'est quoi? Si tout de suite c'est sale et c'est pas pour moi ou c'est pour les autres, ou, vous voyez, c'est vraiment toutes ces croyances qu'on n'a même pas conscience d'avoir. C'est vraiment la puissance de ce paquebot dans l'inconscient. Si vous posez des questions, ça sort tout seul. OK? Donc, on va vous donner une pratique, encore une fois, grâce à l'outil magique de l'EFT, pour cette clé numéro 2, qui sont toutes nos croyances, nos parts inconscientes, notre paquebot, pour faire émerger ce paquebot. Une fois que vous vous êtes posé des questions, donc là déjà vous vous êtes posé des questions, vous avez peut-être une réponse qui vous a surprise ou qui vous paraît étonnante. Si c'est le cas, notez-la. Notez-la comme une croyance. J'ai la croyance que et vous allez pouvoir le faire en part inconsciente. OK? Et donc, on va tapoter sur ce point-là, qui est juste au-dessus des seins, juste au-dessous des clavicules, le thymus, au niveau du sternum. Et on va tapoter toutes ces parts inconscientes de moi. Donc, vous pouvez le faire en même temps que nous. On en a une à vous proposer, mais vous pourrez le faire avec d'autres si vous avez envie après. Donc, toutes ces parts inconscientes de moi qui me viennent de mes lignées, de mes vies antérieures, si vous y croyez, bien évidemment, de mes lignées, de ma culture, de mon éducation, de mes parents, si vous pouvez viser. Par exemple, les hommes, c'est comme ça. Par exemple, c'est ma mère, de ma mère ou de mon père. Si vous pouvez viser le plus concret, toujours le FT va marcher encore plus si on est concret. Donc, et qui me viennent de mes lignées, qui me viennent de mon éducation et qui font que j'avais la croyance que, alors là, nous, on a dit l'amour ne peut pas durer toute une vie. J'avais la croyance que l'amour ne peut pas durer toute une vie. Si vous avez d'autres croyances, n'hésitez pas à tapoter votre croyance. Je les accueille, ces parts inconscientes. Je les accueille, je les honore et je les remercie.
elles nous ont permis de survivre. Nous, c'est mes vies antérieures, c'est mes lignées, c'est mes parents, c'est ma culture, les gens de ma culture. Vous voyez, donc on est nombreux en fait à avoir ces parts inconscientes. On partage des parts inconscientes, hein, c'est vraiment comme un égrégore qui peut être partagé par deux, trois personnes de la même famille ou carrément par toute une culture. Elles nous ont permis de survivre. La vérité, c'est que je ne veux plus survivre, je veux vivre. Donc, toutes ces parts inconscientes, je les lâche et je m'ouvre à la certitude, on pourrait dire la croyance, hein, mais je préfère dire la certitude, à la certitude qu'à deux, on peut construire un amour durable. Vous voyez, donc nous, on a pris cette croyance-là, mais vous voyez qu'on peut tout transformer en croyance épanouissante. Donc, à la croyance, à la certitude que à deux, on peut construire un amour durable. D'accord? Donc, vraiment, essayez de piéger votre paquebot, posez-vous plein de questions et voyez ce qui sort. Une fois que vous avez votre phrase, et on vous l'écrira dans le mail qu'on vous enverra d'ici quelques jours avec le replay et avec, et avec les informations voilà, de ce webinaire. On vous mettra hein, donc les rondes par rapport à la colère, parce que c'était un petit peu rapide, hein, on en a bien conscience, mais on a beaucoup de choses à vous dire. Et puis aussi ces parts inconscientes. OK? Donc, et une part inconsciente, ça se tapote pendant une semaine. C'est-à-dire que même si on a envie de faire plein de croyances à la fois, c'est vraiment notre boîte noire, c'est l'inconscient. Donc, je vous invite à tapoter cette même phrase, c'est pas inconscient de moi qui me viennent, blablabla, avec la même croyance freinante et la même croyance épanouissante pendant une semaine. OK? Et puis, vous verrez ce que ça fait et n'hésitez pas à nous faire des retours. On voit que ça peut ça pourrait être utile pour plein de sujets, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, c'est Saint-Exupéry qui disait, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, on a une troisième clé pour regarder ensemble dans la même direction. Et cette clé qui est assez extraordinaire aussi, ce sont les 5 langages de l'amour. Donc, je laisse Élodie nous présenter les 5 langages de l'amour. Alors, c'est Gary Chapman qui a parlé de ça en premier. C'est un pasteur américain. Il allait voir les couples chez eux, les couples en crise, euh, pour vraiment rétablir une bonne communication et éviter le divorce, parce que c'était quelque chose qui n'était pas très très bien vu dans leur communauté. Au départ, en fait, il proposait aux couples de s'asseoir en rentrant chez eux et de discuter. Donc vraiment échanger un temps de qualité, puisque c'était son langage à lui. Il estimait que c'était le même pour tout le monde. Sauf qu'il s'est rendu compte que ça aidait certes beaucoup de couples, mais pas tous. Donc il a écouté, il a observé tous les couples qu'il rencontrait et il a mis en évidence 5 langages de l'amour qui permettent du coup de dire je t'aime à l'autre. Les 5 langages, mais je vous les redonnerai après en chat et même dans le mail du webinaire. Les 5 langages, ce sont les cadeaux, les services rendus, le toucher physique, les paroles valorisantes et le temps de qualité. Alors évidemment, si j'ai un langage qui n'est pas le même que celui de mon conjoint, je vais lui verser de l'amour à côté du réservoir. Donc ça joue du coup sur la compréhension, on va avoir du mal à se comprendre, on va se sentir frustré, ça peut déclencher des disputes et vraiment une profonde incompréhension. La clé qui concerne les langages de l'amour, c'est vraiment d'une part de décider de comprendre votre langage à vous, de comprendre celui de votre conjoint et décider aussi de le parler. C'est un échange. C'est vraiment peut-être pas très simple au début, mais c'est vraiment un très beau cadeau à se faire pour l'un et pour l'autre et pour le couple, pour nourrir le couple. On a des petits exemples. Par exemple, mon mari, il a 2 langages, le toucher physique et les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est un des langages qu'on partage. Et moi, j'avais à la place du toucher physique les temps de qualité. Donc du coup, quand on identifie voilà, les langages de chacun, on peut se dire, OK, comment on peut marier les deux, comment on peut vraiment et engager vraiment apprivoiser le langage de l'autre, tout en étant aussi en accord avec soi-même. Donc du coup, on marie les deux. Le temps de qualité, pour moi, c'est important et mon mari aime le toucher physique. Donc voilà, la tendresse, prendre dans les bras, ça peut faire partie du temps de qualité. C'est vraiment un aménagement et vraiment quelque chose qu'on peut aménager pour soi et pour l'autre et qui nourrissent énormément le couple. Toi, Agnès, du coup, tu as deux autres exemples, 2 ou 3. Je te laisse les partager.
Oui, Mince. alors moi, dans mon premier couple, euh, mon premier mari, donc on avait sur 5 langages quand même. Il faut savoir qu'il en avait deux, j'en avais deux, et c'était pas les mêmes. Donc lui, il était cadeau et paroles valorisantes. Donc il me couvrait de je t'aime et de cadeaux. Et moi, j'étais toucher physique et temps de qualité. Donc quand il avait beau me dire tout un tas de choses adorables et gentilles, j'entendais paroles et paroles et paroles, la chanson de Dalida. Ça remplissait pas du tout mon réservoir. Et moi, je ne remplissais pas son réservoir non plus. Mais ça, je m'en suis rendu compte avec mon deuxième mari, parce que heureusement, on partage un langage qui sont les temps de qualité. Et lui, il a aussi les paroles valorisantes, comme mon premier mari. Et moi, j'ai le toucher physique. Et donc, j'ai appris à parler son deuxième langage et lui a appris à parler mon premier langage. Donc, c'est vrai que je vais lui dire beaucoup plus facilement qu'il est beau, que j'aime bien sa coupe de cheveux. Je vais lui dire merci pour certaines choses parce que le merci est quelque chose de très important pour lui. Mais moi, c'était pas mon langage et donc, c'était vraiment pas quelque chose qui sortait facilement. Mais on apprend à parler effectivement le langage de l'autre. Et lui a appris à parler mon langage, notamment donc, le toucher physique. Donc, c'est quelque chose qui fait que j'ai besoin qu'on se tienne par la main, j'ai besoin de plus de tendresse. Et ce qui est très important, c'est que quelqu'un qui est touché physique, si vous êtes s'il y a une dispute dans le couple ou une dispute qui se transforme en discussion, il faut qu'il y ait un point de contact. Donc, il faut se tenir la main, il faut qu'il y ait un point de contact. Sinon, la personne qui est touchée physique ne vous entendra pas. Elle entendra bla 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 bla. Donc, ça, c'est vraiment une clé super importante. Et puis, j'ai un exemple assez touchant et mignon d'un couple qui était venu me voir en cabinet. Et c'était un couple qui s'était rencontré à 60 ans. Donc, c'était une deuxième partie de vie. Donc, au début, bah, c'était facile, hein, beaucoup d'amour, etc. Et puis après, on construit, hein, on va voir ça après par rapport à la sexualité notamment. Et elle est arrivée avec plein de dossiers. Donc, elle avait tout un tas de dossiers. Et lui, il n'avait qu'un dossier. Il m'a dit, mais vous connaissez mon dossier, c'est évident, elle a dû vous en parler. Son dossier à lui, c'était la sexualité parce qu'il était touché physique. Elle avait 25 dossiers, hein, sans mentir, mais elle n'a absolument pas celui-là. Pour elle, elle avait 70 ans, ça faisait 12 ans qu'ils étaient ensemble, une douzaine d'années, et elle pensait qu'à cet âge-là, c'était bien normal d'avoir rangé ce dossier totalement. Et donc, comme lui, c'était vraiment son dossier, c'était son seul problème avec elle, il n'avait aucun autre sujet de discussion, de problème avec elle, eh bien, je l'ai encouragé, lui, à comprendre son langage à elle. Et son langage à elle, c'était les paroles valorisantes. Donc, lui dire qu'elle était belle, lui dire qu'elle était bien coiffée, lui dire que cette robe lui allait bien. Et pour que l'autre dossier se réouvre. Et au début, il m'a dit, mais je vais avoir l'air débile à mon âge. Et au bout de 10 ans de relation, je vais quand même pas commencer à lui dire qu'elle est belle. Je dis, bah, dans ce cas-là, vous attendez pas à ce qu'elle réouvre le dossier sexualité parce que vous imaginez, au niveau je vais avoir l'air débile, on n'est pas sur la même marche non plus. Donc, il a joué le jeu et elle a joué le jeu et ils ont vraiment eu une sexualité épanouie après. Bon, elle est décédée quelques années après, mais ils ont eu une sexualité épanouie jusqu'à ce qu'elle parte. Donc, voilà, ça c'est pour nous lancer tranquillement vers notre deuxième pilier, qui est la sexualité. Parce que si on a une bonne communication, on va voir que donc la sexualité va pouvoir s'épanouir. S'il n'y a pas une bonne communication, généralement, la sexualité va être la première à en pâtir. Alors, une sexualité épanouie, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est possible? Comme disait Agnès, la communication, c'est vraiment la clé principale qui peut amener justement à avoir une sexualité beaucoup plus épanouie et beaucoup plus belle. Au début d'une relation, à chaque rencontre, la sexualité, elle est presque implicite. On a envie, on crée un lien et on favorise vraiment la communion, c'est très très instinctuel. Après, on commence à vivre ensemble et le quotidien prend une place plus ou moins importante avec les tâches quotidiennes, donc sortir les poubelles, faire la vaisselle, s'occuper des enfants s'il y en a. Et après, la question qui se pose, c'est où placer le désir et la sexualité dans ces tâches, dans le quotidien. On va vite se dire que c'est plus une priorité et bien souvent, après quelques années de sexualité mal vécue, donc forcée pour faire plaisir à l'autre ou pour faire son devoir, entre guillemets, elle peut diminuer, voire s'arrêter. Alors, du coup, nous, on propose de voir comment rétablir une sexualité épanouie.
Alors, Michael, j'ai bien vu la question et on y répondra après, hein, on n'essaiera de pas oublier de répondre à cette question. Mais donc, comment rétablir une sexualité épanouie? Alors, sans surprise, la communication. Hein, et la communication qui peut être aidée grâce aux clés qu'on vous a données tout à l'heure de communication, les 3 grandes clés qui vont être donc encore une fois la CNV qu'on va pouvoir aider avec l'EFT, les parts inconscientes et les 5 langages de l'amour vont vraiment retrouver leur place ici. La communication, hein, vraiment la communication, oser, oser parler de la sexualité parce que bah, vous êtes à deux et c'est votre intime et parfois c'est tabou dans le couple. On va parler de tout sauf de ça. Ça va en pâtir parce que c'est un peu dommage. Donc, oser parler de ce que j'aime surtout, pas seulement de ce que je n'aime pas, ce qui me ferait du bien, ce que j'aime, ce qui est agréable pour moi. Donc, vraiment oser, oser, oser. Écouter l'autre, vraiment écouter l'autre et entendre ses attentes aussi. Et donc communiquer grâce à l'EFT, vous pouvez tapoter sur OK, même si j'ai peur de parler, je m'aime. Vous voyez, allez vraiment au bout de vos peurs avec la communication. Bien sûr, les parts inconscientes, hein, je viens de le redire aussi. Donc, les parts inconscientes, ça va être dans ma famille, la sexualité, c'était quoi? Est-ce que la sexualité, c'est sale? Est-ce que j'ai été élevée de façon judéo-chrétienne? Est-ce qu'il y a des tabous par rapport à ça? Ma famille, ma culture, comment c'est la sexualité pour moi, comment ça a commencé pour moi, toutes ces questions en fait autour de cette construction qui va me donner des croyances. La sexualité, c'est. Et donc voilà, c'est s'inviter à se poser des questions afin de pouvoir libérer les parts inconscientes, ce paquebot hein, de tout à l'heure, et de pouvoir libérer la sexualité. Donc vraiment, on passe assez vite parce que c'est des clés qu'on vous a déjà données. Hein. Donc, la communication et les parts inconscientes, ça va vraiment être les deux grands piliers. Et on en a un troisième qui est plutôt sympathique aussi et qui répond en miroir au premier de la communication. Alors oui, une clé très très utile, ce sont les 5 langages de la sexualité qui sont de Margot Fried Filiosa. Et donc, qui reprend donc 5 langages différents, ça rejoint, ça complète peut-être un peu les langages de l'amour. Les 5 langages de la sexualité, ce sont donc le physique, donc quelles sont les portes d'entrée, entre guillemets, pour que votre partenaire s'ouvre à l'acte. Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est prendre le temps? Est-ce que c'est un besoin de comprendre l'autre et de vraiment voilà, être dans le physique? C'est totalement différent de ce que je vais dire après. Il y a aussi le langage mental. Est-ce que j'ai besoin de sécurité? J'ai besoin de libérer ma tête de la charge mentale? Est-ce que je dois mettre un verrou à la porte? Est-ce que je peux être pleinement là, dans l'instant, avec mon conjoint? Il y a le langage émotionnel. Est-ce que je suis dans un bon état émotionnel? Est-ce que je suis vraiment au calme dans mon esprit? Est-ce que je suis disposée à cela? Le langage sensuel, pardon, ralentir, vraiment enlever le but et la pression et revenir au jeu, revenir au présent. Une petite parenthèse qui peut être très intéressante, c'est que le plaisir est totalement différent de l'excitation. On va vous donner des choses à méditer. Et le dernier langage, c'est l'énergétique. C'est vraiment l'aspect spirituel. C'est plus se synchroniser à l'énergie de l'autre, vraiment mettre plus de conscience, retrouver une unicité, pardon, une sorte de vibration commune. Donc voilà, les 5 langages de la sexualité: physique, mentale, émotionnelle, sensuelle et énergétique. Alors bien évidemment, il peut y avoir aussi des freins pour la sexualité, que ce soit des traumatismes, des blocages émotionnels, des peurs, donc de rejet, de jugement, plein d'autres choses, et qu'il est possible de travailler en EFT, mais c'est plutôt un travail qui se fait en individuel. Et donc voilà, oui, vraiment ces 5 langages de la sexualité, on les a découverts il n'y a pas longtemps et Mm. on trouve que c'est assez extraordinaire parce que ce sont des portes d'entrée. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, c'est logique d'avoir envie d'être, on le disait en tout début hein, de notre pilier sur la sexualité. Au début, l'acte sexuel, il est normal. On se retrouve, on s'est pas vu, voilà, on se donne des rendez-vous pour se voir et on se découvre et on a envie. Ça fait partie de, voilà, c'est normal, c'est instinctuel. Ensuite, il faut construire, c'est-à-dire qu'avec le quotidien, il faut construire sa relation et
que la sexualité retrouve une place dans cette relation. Et alors pour ça, on a des conseils pratiques, dont un conseil assez extraordinaire que moi j'ai beaucoup donné en cabinet et que j'applique moi-même dans ma vie, qui est un conseil d'une sexologue française, mais qui vit aux États-Unis, une éminente sexologue qui s'appelle Estelle Perel, et qui explique que ben voilà, en fait, elle compare le fait de faire l'amour dans un couple établi, un couple qui vit ensemble avec des enfants, avec un couple qui, voilà, qui est pris par le quotidien, avec le fait d'aller au théâtre. Elle dit, c'est pas à 20 heures, quand vous avez fini votre journée, que vous êtes épuisé, que vous allez vous dire, allez, si on sortait, qu'on allait au théâtre. Aucun des deux ne va en avoir envie. Donc, si vous vous décidez au dernier moment d'aller au théâtre, vous n'irez pas. Et elle dit donc la spontanéité pour les sorties, on accepte que ça soit pas vraiment, qu'on n'en ait pas envie, que ça soit pas normal, enfin, que ça soit logique de pas être dans la spontanéité. On va le prévoir en revanche. On va se dire, tiens, allez, là, tel jour, on va au théâtre. Et donc, bah, ce jour-là, on sait qu'on va rentrer, enfin, qu'on va soit enchaîner, soit rentrer, se changer et aller au théâtre. Et peut-être qu'à 20 h, à 19 h, allez, on n'a pas envie d'y aller, mais une fois qu'on sera dedans, on va être content d'être dedans et on va profiter de la soirée à fond et on va être vraiment content de l'avoir vécu. Et elle fait cette analogie avec la sexualité. Elle dit, au bout d'un moment, c'est important de vous donner des rendez-vous. Des rendez-vous comme les rendez-vous qu'on se donnerait pour aller au théâtre. Donc, c'est choisir dans la semaine le meilleur moment pour les deux, pour que la soirée soit dédiée à l'acte sexuel. La soirée ou un autre moment de la journée, hein, ça dépend de ce qui est le meilleur moment pour vous, mais ce qui est un moment dans votre journée dédié à ça. D'accord? Ce que ça va changer pour celui qui en a le plus envie, c'est que bah, les autres jours, il sait que bah, il peut penser à autre chose et il va pas être dans l'attente. Parce que quand il y en a toujours un des deux qui a plus envie que l'autre, et quand on est dans l'attente, c'est humiliant aussi de se dire bah, l'autre il n'a pas envie, il sort un livre, ah, il est peut-être en train de me dire que non, pas ce soir, ou il me demande d'aller voir de regarder un film. Donc vous voyez, ça peut être humiliant quand on est dans l'attente d'avoir ces petits noms qui sont implicites, explicites. Oui, Et c'est puis la frustration aussi, hein. oui, exactement. Ouais, ça met en frustration et en humiliation. Et puis pour celui qui a moins envie, eh ben, il sait que ben, voilà, tel jour on va le faire, mais le reste du temps, eh ben, il peut être dans autre chose parce qu'on a vu qu'il y a des portes d'entrée et qu'il y a des gens qui, voilà, les portes d'entrée, elles ne sont pas les mêmes. Et par exemple, si on est charge mentale, ben, voilà, enfin, dans le mental, on a besoin d'être vraiment complètement libéré. Et cette libération, elle va se faire, beaucoup plus facilement si on se donne un rendez-vous. On va pouvoir aussi préparer ce rendez-vous, c'est-à-dire dans la journée, s'envoyer des petits SMS, des petits textos. Et puis, on va préparer la soirée et évidemment qu'on peut avoir des jokers selon ce qui se passe dans notre journée, mais vraiment, je vous encourage à essayer. Alors oui, ça tue pas un peu la spontanéité, c'est ce que tout le monde dit, mais est-ce qu'il y a vraiment encore de la spontanéité ou est-ce qu'il y a de la frustration d'un côté et, et de la peur qu'on se force de l'autre côté? Donc, c'est exactement comme pour le théâtre. Est-ce qu'il reste de la spontanéité pour aller au théâtre à 19 h ou pas? C'est la première question. Tout le monde dit ça, hein, ça va tuer la spontanéité et l'acte sexuel, c'est la spontanéité. En vrai, l'acte sexuel, il pâtit du quotidien et il n'y a plus beaucoup de spontanéité. Et vous verrez que justement, ça permet de travailler ces portes que sont les 5 langages de la sexualité et d'être vraiment dans un temps où on va pouvoir être présent à l'autre, hein, plutôt que de faire ça quand l'autre, enfin, il y en a un qui a envie, pas l'autre, on n'est pas dans les mêmes portes, on n'est pas dans cette ouverture, on n'est pas dans cette présence. Alors, oui, on l'a tous pensé et ça nous a tous rebuté. Ça va tuer la spontanéité. Non, 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 j'en veux pas. Mais essayez juste pour voir et voir ce que ça donne. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est que un câlin ou un bisou, un baiser de 20 secondes, 20 secondes, hein, c'est long et c'est pas long quand même, 20 secondes, c'est le temps qu'il faut pour inonder notre cerveau d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qu'on a au moment où on accouche, donc c'est l'hormone qui va faire un lien entre le bébé et sa maman, mais c'est aussi l'hormone de l'amour, c'est-à-dire que c'est l'hormone qu'on sécrète au moment de l'orgasme, c'est vraiment l'hormone de l'attachement et c'est l'hormone des couples qui durent. Donc plus vous allez vous faire des bisous et des câlins de 20 secondes,
vraiment des temps où on est l'un avec l'autre, juste l'un avec l'autre pendant 20 secondes. Et vous allez inonder votre cerveau d'ocytocine, ce qui est vraiment une véritable hormone du bonheur et hormone de l'attachement à l'autre. Donc plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir envie de faire l'amour avec l'autre, d'être avec l'autre et de nourrir la relation à l'autre. Donc c'est deux petits trucs. Le premier, les rendez-vous, je suis d'accord, hein, ça tue la spontanéité, c'est le premier truc que tout le monde pense, mais essayez-le. Et pour ça, ben, il faut parler. Donc pour parler, ben, encore une fois, il faut oser proposer à l'autre, voilà, j'ai vu ça, et si on essayait ça? Et vous verrez. Et vraiment, le deuxième conseil, c'est ce cercle vertueux de l'ocytocine qu'on peut nourrir avec un bisou hein, de 20 secondes ou un câlin de 20 secondes. Voilà. Et vous verrez qu'avec le pilier de la communication, on a vu, il est déjà aussi dans la sexualité. La sexualité, ça nous amène tout naturellement à une connexion ou à une reconnexion. Et oui, parce qu'en fait, par la connexion, on accède vraiment à la liberté, déjà, d'être en confiance pour être uni avec l'autre, être entier sans pour autant tomber dans la dépendance et la fusion, parce que vraiment, tout est question d'équilibre. Euh, il y a une illustration du propos justement de Bruce Lipton que tu connais, Agnès. Est-ce que tu peux en parler? Oui, c'est vraiment l'image que j'aime bien que donne Bruce Lipton. Bruce Lipton, c'est un éminent épigénéticien américain. Et il donne cette image, il compare en fait les humains avec les éléments du tableau de Mendeleïev. Alors, tableau de Mendeleïev, c'est ce truc qu'on a tous vu en troisième et moi, j'ai rien compris. Il y a des gens qui comprennent quelque chose. Maintenant, je le comprendrai mieux, mais à l'époque, j'avais rien compris. Et en fait, dans ce tableau, les premiers éléments, les 108, 110 premiers, je ne sais pas exactement parce on en découvre d'autres, donc on va dire les 108 premiers. L'essentiel, en fait, le plus grand nombre des éléments ne sont pas complets. C'est-à-dire que leur dernière couche d'électrons, il va y avoir soit un électron en trop, soit il va manquer un électron, et ça va faire des charges positives ou négatives. Hein, ça vous rappelle des petites choses. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple de l'oxygène. L'oxygène, ça va être O-, l'hydrogène, ça va être H+. Si on prend la molécule d'eau, c'est H2O, hein, donc c'est un hydrogène avec deux oxygènes. OK? Si on enlève un oxygène à l'hydrogène, il est plus complet. Et alors, il peut plus tourner bien, il est déséquilibré, il est en manque. Et donc, on va l'hydrogène en question, il va attraper n'importe quel oxygène qui passe. Ok, il a besoin de cet oxygène. Et la comparaison qu'il fait, c'est que donc, nous, on est pareil, hein, tant qu'on n'est pas complet, on a besoin de l'autre, on est dans un amour dépendant. On a besoin d'être avec quelqu'un, peu importe ce quelqu'un, on a besoin d'être avec quelqu'un pour surtout pas être seul, pour surtout pas travailler sur nous et pour accuser l'autre, hein, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est toujours plus simple d'être avec quelqu'un pour pouvoir l'accuser plutôt que d'être avec soi-même et de devoir prendre la responsabilité de qui on est. Les derniers éléments de ce tableau de Mendeleïev, ils sont complets, c'est-à-dire que leur dernière couche d'électrons est complète. Ils n'ont donc pas de charge ni positive ni négative. Ils peuvent vivre seuls. Et la différence, c'est que quand ils choisissent de faire un lien avec un autre élément de ce tableau, là, ils vont faire des étincelles. On dit qu'ils font des rayons laser, ils font des trucs, voilà, ça va être exponentiel. Et donc, ça va être l'image pour nous. Plus on va travailler sur nous et plus on va être entier, moins on va avoir besoin de l'autre comme une dépendance. Et si j'ai besoin de l'autre, si j'ai besoin de l'amour de l'autre, je lui fais porter énormément. Je suis en attente. Il doit m'aimer, sinon je ne suis pas bien. C'est vraiment très, très lourd. Si je prends la responsabilité de je m'aime, si je prends la responsabilité de j'ai confiance en moi, si je prends la responsabilité de je me rassure et je suis là pour moi, alors, et que l'autre prend cette responsabilité aussi, on est deux humains entiers et là, on peut s'offrir l'amour. C'est plus l'amour qui souffre, c'est l'amour qui s'offre. C'est un excellent livre de Jean-Yves Leloup que je vous conseille de lire et qui résume ça très, très bien aussi. Donc vraiment, c'est l'idée de redevenir entier et pour pouvoir choisir d'être ensemble plutôt que d'en avoir besoin. J'ai une petite citation qu'on aime beaucoup avec Agnès et on se sentait appelé par celle-ci pour vraiment la partager avec vous. C'est donc chez les Amérindiens, l'amour, ça se dit, tu danses dans mon cœur. Et on trouve que c'est très joli et très juste.
c'est vraiment, pour clore cette troisième partie sur la reconnexion, c'est vraiment se dire aussi que la communication et la sexualité, ça permet vraiment déjà de révéler les besoins de chacun pour se connecter déjà à soi, mais aussi à l'autre. C'est vraiment une reconnexion pardon, presque spirituelle. On accède vraiment à une union et c'est aussi voilà, saisir l'importance d'être entendu, d'être compris dans le couple. C'est avoir des projets ensemble. Et voilà, la reconnexion, c'est vraiment passer par la capacité à se sentir et en sécurité dans la relation, tout en étant possiblement vulnérable sans crainte d'être jugé ou rejeté. Voilà, donc on va arriver tout doucement à notre conclusion. Donc, pour la conclusion, je vais vous laisser avec les mots de Bert Hellinger, qui est un psychothérapeute allemand, et qui dit: «Ce n'est pas l'autre qui blesse, l'autre ne fait que montrer où se trouve la blessure». Donc, je pense qu'on l'aura vu, hein, la communication, c'est la clé d'un couple épanoui. Elle permet par le miroir qu'est l'autre, d'engager un travail sur soi, et sur la relation. La communication permet aussi une sexualité épanouie et pétillante et une véritable connexion presque spirituelle, en prenant conscience que chacun a son rôle à jouer pour contribuer au couple. Ces frottements, hein, ça c'est le mot de Louis Fouché, les frottements dans le couple qu'on veut éviter quand on a tendance à aller dans Cartman, peuvent vraiment nous amener à des étincelles créatrices et réparatrices. Ou alors, si on tombe dans Cartman, elles vont créer un énorme écart dans le couple et on va finir par soit vivre l'un à côté de l'autre, soit se séparer. Donc, le couple est un véritable terreau qui va nous permettre un travail sur nous, notre programmation, nos croyances, nos traumatismes, nos limites, nos responsabilités, et de permettre de transcender tout ça en sécurité et avec du soutien. Le plus important, vraiment, c'est est-ce que je peux vraiment aimer l'autre si moi, je ne m'aime pas moi-même? Alors pour ça, voilà, on a quelques conseils en cette quasi fin de webinaire. C'est l'importance de la régularité, la CNV, les parts inconscientes, les langages de l'amour et de la sexualité, que vous pouvez vraiment mettre en pratique grâce à l'EFT. C'est vraiment un outil magique. Dans un second temps, vraiment essayer de ne pas trop se mettre la pression et de faire de la place pour la légèreté et surtout pour l'indulgence. L'indulgence pour l'autre, mais aussi envers soi. On a tendance à un peu s'oublier soi quand on parle d'indulgence. Les deux derniers conseils, et c'est vraiment de ne jamais se coucher fâché. Et un petit rappel qu'Agnès a donné tout à l'heure très justement, c'est vraiment qu'il suffit juste de 20 secondes par un câlin ou un baiser pour produire de l'ocytocine. C'est une hormone de l'amour. Ça peut être très très utile, même quand on est fâché, vraiment, de se reconnecter à l'autre comme ça et de retrouver voilà, ce pourquoi on est ensemble. Donc voilà, si ce webinaire vous a plu et que vous voulez aller plus loin, on a deux propositions. On vous invite à poursuivre cette exploration avec un atelier en ligne de 2 heures sur le couple le 28 octobre à 18h30. On vous donnera les informations dans le mail avec le replay. On pourrait aussi voilà, aller beaucoup plus loin dans la pratique et répondre aussi à vos questions, explorer les croyances limitantes sur la sexualité, le modèle sur l'amour et toutes les croyances qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Et la seconde proposition, c'est si vous souhaitez poursuivre ce cheminement sur l'amour de soi, parce que ça participe aussi au couple quelque part, il nous reste une place pour la retraite Je m'aime du 18 au 20 octobre qui aura lieu à Pénétin. Donc voilà, là, on va ouvrir la possibilité aux questions-réponses. Je vais commencer peut-être par la réponse à la question de Michael. Bon, Sarah Joyce a déjà commencé à répondre, évidemment. Merci Sarah Joyce. Donc, comment fait-on pour savoir quel langage nous concerne ou nous représente le plus? Puisqu'il me semble qu'on aime un peu de tout, il existe une solution pour trouver. Alors oui, oui, évidemment, si on était complètement équilibré, on devrait parler tous les langages et ça, c'est tout à fait logique. Mais on a été élevé par des gens qui généralement avaient un langage plutôt qu'un autre. Et donc, il y a un quiz sur Internet qui est un quiz en anglais qui permet de trouver quels sont nos langages. Et comme dit Sarah Joyce aussi, en lisant le livre, vous verrez, ah oui, ça c'est vraiment moi, ça c'est vraiment pas moi. Moi, je savais que j'étais un des langages, mais alors j'ai été très surprise par l'autre. Donc, je vous invite vraiment à faire le quiz
qui se trouve donc sur Internet, le quiz des 5 langages de l'amour. Et c'est pareil, hein, je pense que effectivement, par rapport aux 5 langages de la sexualité, il y a un quiz aussi pour savoir quelle est votre porte d'entrée que vous pouvez trouver sur Internet. Je crois qu'on peut noter, si vous mettez sur la barre de recherche oui, les 5 langages de Oui, l'amour, vous trouverez. oui, Donc, c'est assez simple à retrouver et puis c'est hyper utile. C'est vraiment très, très utile. Ça permet de mieux se ouais. comprendre et d'engager des discussions, justement. C'est rien. Ouais, ça change vraiment tout en fait de parler le langage de l'autre, d'apprendre son langage dans toute sa Mm. subtilité. C'est vraiment une clé assez extraordinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est encore là. On espère que ça vous aura plu, en tout cas. Bon, je vois pas d'autres questions. Merci Nadège. Merci Nadège. Merci Virginie. Oui, on essaye de faire des choses assez claires. On vous redonnera des trames et des pistes d'exploration avec le replay, bien sûr. Ouais, et puis vraiment, si vous êtes intéressé par le FT, n'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube d'Agnès, qui est une mine d'or, et son site internet, puisque voilà, vous allez vraiment euh, pouvoir vous approprier cette méthode et l'utiliser en autonomie, mais pour plein de choses. Pour les émotions, on a parlé des parts inconscientes, mais ça peut aller beaucoup plus loin et c'est vraiment très, très intéressant à utiliser au quotidien. Ouais, et vraiment, à chaque fois que vous entendez tu et une généralité, alerte rouge, triangle de Cartman. Ça doit vraiment rester très clair. Et oui, très belle idée de regarder le replay en couple. Donc, une invitation à partager quelque chose que vous avez rencontré. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Alors, pour répondre à Sarah Joyce, il n'y a pas de deuxième webinaire sur le couple le 23 novembre. Le 23 novembre, c'est le salon. Non, c'est le 27 que je fais un salon. Ah, le 27 octobre, mais en novembre, c'est le salon Ah, à Angers. le 23. Oui, pardon. Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, je vais avoir un salon en présentiel à Nantes. On fait toutes les deux un salon à Angers le 23 et 24 novembre. Mais effectivement, le 28 octobre, on fera la suite en atelier de cette conférence parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, et notamment les parts inconscientes. Vous voyez que les parts inconscientes, c'est vraiment quelque chose, c'est une invitation à ouvrir ce paquebot, l'inviter à se rendre conscient. Et en fait, il demande que ça, hein. Donc, il suffit de lui poser des questions. Vous pouvez le faire tout seul, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour moi? Qu'est-ce que c'est que l'amour pour moi? C'était comment pour moi la première fois? Et vous allez avoir plein de pistes à travailler. Et c'est assez magique. Mais voilà, on va explorer tout ça, l'amour, la sexualité, un peu plus profondément. Oui, Charlotte, le podcast sur Fabrice Midal, on est fan. Exactement. Ah oui, c'est une révélation, ces 5 langages de la sexualité. Et comme elle le dit, elle a été frappée, cette femme, Margot Fried Filiosa, par les 5 langages de l'amour, qu'elle trouvait très, très pertinents, mais qui ne s'appliquent pas à la sexualité. Et donc, elle a cherché comment les appliquer à la sexualité. Donc, c'est chouette, c'est une Française qui a mis ça au point. Et je trouve que voilà, cette notion de porte d'entrée dans la sexualité, c'est tellement important parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est un peu comme le théâtre, on est dedans, on est content, mais c'est vraiment la porte d'entrée. Alors peut-être plus pour le féminin, je dis féminin parce que voilà, hein, ça enlève le côté genre, mais peut-être plus pour le féminin, on a vraiment, voilà, entre les charges mentales, voilà, ces portes, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient sensuelles, de charge mentale, je trouve ça fabuleux en fait, hein. C'est assez extraordinaire. Donc ça aussi, on fouillera ça un peu plus pendant l'atelier. Virginie te demande quelle est la date du salon de Nantes. Le salon de Nantes, ça va être donc, c'est comme à la maison, le salon à Nantes, à Saint-Herblain plus précisément, et c'est le dimanche 27 octobre. Vous avez écouté et apprécié en couple à plus de 11 000 km de distance. Oh, Oh. trop bien, merci, merci. Extraordinaire. Super, merci Eva. Donc voilà, on va vous envoyer toutes les informations. On va vous envoyer toutes les informations donc
avec le replay dans quelques jours. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser des questions. Ça nous fait toujours plaisir de répondre. Et c'est mon chéri qui Merci, l'a envoyé. Sarah. C'est Charlotte qui dit ça. C'est génial. C'est chouette qu'un chéri envoie des La informations. communication est déjà là, c'est trop bien ça, Charlotte. Ça, c'est top. Bon, ben, magnifique. Je pense qu'on va arrêter l'enregistrement là.